il n'y a qu'un seul peintre vivant. C'est moi, Cézanne. Paul Cézanne, né le 19 janvier 1839 à Aix-en-Provence, fils de Louis-Auguste Cézanne, chapelier devenu banquier, et d'Anne-Élisabeth Aubert, son employée. Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai. La peinture a été son monde et le sens de son existence, l'engagement absolu de sa personne. Précurseur de la peinture moderne, il annonce le cubisme. Picasso dira « Il était comme notre père à nous tous ». C'est si bon et si terrible de s'installer devant une toile vide. Des pleurs, des rires, des grincements de dents. J'aime courir dans la campagne et surtout me baigner à la belle saison dans l'Arc avec Émile et Baptistin. Émile, mon ami Zola. Un jour, dans la cour de notre collège, j'ai pris sa défense. Le lendemain, il me remerciait avec un panier de pommes. Toute sa vie, il a peint des pommes, des rouges, des jaunes, des vertes. Il aime leur couleur, leur rondeur. Elle lui rappelle son enfance et son ami Zola. Émile a quitté Aix pour conquérir Paris. Il attend son ami Cézanne. Il lui écrit « J'ai fait un rêve l'autre jour. J'avais écrit un beau livre que tu avais illustré de sublimes gravures. Nos deux noms en lettres d'or brillaient unis et dans cette fraternité de génie, passés inséparables à la postérité. » À Aix-en-Provence, Paul doit suivre le chemin tracé par son père Louis-Auguste. Personnage balsacien, fasciné par le plaisir du gain, il a bâti sa fortune en devenant banquier. Il dirige sa famille avec autorité et impose à son fils l'étude du droit. Mais Paul ne s'intéresse absolument pas à ses études. C'est la peinture qui m'attire. Je le sais, je le sens. 3 fois par semaine, je suis les cours à l'école municipale de dessin. Mais je quitte parfois l'atelier du professeur Gibert pour aller en plein air, même en hiver, assis sur la terre glacée, sans me soucier du froid. La montagne Sainte-Victoire est là, majestueuse. Elle attend son peintre, celui qui saura magnifier sa beauté. Le domaine du Jas de Bouffan, la demeure des Vents en provençal, devient la propriété familiale en 1859. J'y ai beaucoup travaillé. Sa sereine beauté m'a toujours émerveillé. Mais le désir d'aller rejoindre Émile à Paris est toujours en lui. Son père l'autorise enfin à y aller. Paris, c'est à Paris seulement qu'un jeune artiste peut se former et percer. Le rêve laisse vite la place à une certaine mélancolie, malgré la joie de retrouver Zola. Je n'ai pas le cœur très gai. Je mène une vie simple et studieuse. L'Académie suisse m'occupe de 6 heures du matin jusqu'à 11. Ensuite, je vais au Louvre pour me nourrir du travail des grands. Véronèse, Delacroix, Poussin. Le Louvre est le livre où nous apprenons à lire. Je préfère le silence, la solitude, aux éclats d'une vie sociale que je ne chercherai jamais à partager. Je suis dégoûté de la capitale, de son entourage, et plus grave encore de mon propre travail. Il rentre à Aix au Jas de Bouffan. Jubilation du père, le cercle familial se resserre autour de lui. Sa mère, toujours bienveillante,
ses sœurs Marie et Rose. Il peint son père lisant le journal L'Événement et s'amuse à glisser dans le tableau une de ses natures mortes, se crier Poire et Tasse Bleue. Contre son gré, il travaille dans la banque de son père. Cézanne, le banquier, ne voit pas sans frémir derrière son comptoir un peintre à venir. Paul écrit ses vers dans le livre de compte de la banque. Je dépéris, la peinture me hante. L'envie de reprendre mes pinceaux est de plus en plus impérieuse. De nouveau à Paris, il s'installe au quartier latin et côtoie le milieu artistique. Il y a de la bataille dans l'air. Le jury du salon officiel se montre particulièrement féroce dans le choix des tableaux à exposer. Pissarro, Cézanne sont refusés, ainsi que Manet qui fait scandale avec son déjeuner sur l'herbe. Une femme nue, contemporaine, sans l'excuse de la mythologie, entourée d'hommes vêtus. Quelle indécence! Devant la vague de protestations et le grand nombre de toiles refusées, Napoléon III décide l'ouverture d'un salon des refusés. La presse se déchaîne contre cette initiative. Les plus visés sont Manet et Pissarro. On parle de barbouillage. Et bientôt viendra s'y ajouter le terme méprisant d'impressionnisme, à propos d'une œuvre de Monet, Impression, soleil levant. Le mot fera fortune. Pour l'heure, Cézanne a très peu peint. Il est encore loin de lui-même, de sa vérité propre. Tout chez moi est encore en gestation, maladroit. Ma peinture est couillarde. Ces tableaux révèlent un tempérament baroque et une forte sensualité, portée par un imaginaire débridé. Il a un goût certain pour les sujets violents et érotiques. Le peintre sent peut-être qu'il porte en lui une nouveauté bouleversante. Il y a déjà quelque chose d'insolite, de singulier dans le portrait qu'il fait de son ami peintre Achille Lempereur. Il n'hésite pas à le montrer avec son corps chétif et difforme. Il utilise les contrastes de couleurs avec une force brutale. Sa robe de chambre bleue, son caleçon rose et son maillot rouge vif. Une œuvre puissante et audacieuse qui est évidemment refusée au jury du salon officiel, comme le seront presque toutes ses œuvres. Au Café Gerbois se retrouvent les membres du futur groupe des impressionnistes. Degas, Renoir, Monet, Manet, Pissarro. Ils n'ont pas encore de théorie cohérente, juste un mépris pour la critique et le public qui la suit. Il n'y a que Camille Pissarro qui trouve grâce à ses yeux. Celui-ci l'aidera à trouver son originalité. Au Café Gerbois, Cézanne, timide et emportée, reste en retrait. Il n'aime pas les discussions, supporte mal la contradiction, se rend vite insupportable. Avec une pomme, je veux étonner Paris. Pommes, poires, fleurs, compotiers, il aime les peindre, les natures mortes. Avec Cézanne, elle semble bien vivante. Ces verres, ces assiettes, ça se parle entre eux. Des confidences interminables. Les objets se pénètrent entre eux. Ils ne cessent pas de vivre. Ils se répandent insensiblement autour d'eux par d'intimes reflets, comme nous par nos regards et par nos paroles. Un regard. Il a croisé celui d'Hortense Fiquet, un jeune modèle de 19 ans.
Elle a su le conquérir, lui le timide, le coléreux, le solitaire. Il a 30 ans. « 1870, la guerre arrive. Elle disperse le petit groupe du café Gerbois. Cézanne s'installe à l'Estaque avec Hortense. Son père ne sait rien de cette liaison. La contemplation de la mer éclaircit sa palette. Il y reviendra souvent pour travailler. En 1872, sa compagne Hortense met au monde leur fils Paul. Cézanne n'ose pas l'annoncer à sa famille. Après la guerre, Cézanne rejoint Pissarro à Pontoise, qui s'est entouré de jeunes peintres novateurs. Ces 2 années passées à Pontoise et à Auvers-sur-Oise furent décisives pour l'évolution de son art. Jusqu'à 40 ans, j'ai vécu en bohème. J'ai perdu ma vie. Avec Pissarro, qui était infatigable, le goût du travail m'est venu. À Auvers, Cézanne forge son langage. Il travaille systématiquement en plein air. Sa peinture n'obéit plus qu'à la nature. Il y cherchera la note la plus juste, la plus sensible, retenir la sensation pure. Suivant l'exemple de Pissarro, il se sert de couteaux spéciaux très longs, plats et souples pour peindre par grandes masses. Il procède par touches successives, cherche à traduire par la couleur les effets de la lumière et de l'atmosphère. C'est que je ne peux pas rendre ma sensation du premier coup. Alors je remets de la couleur. J'en remets comme je peux. Dès que nous sommes peintres, nous nageons en pleine eau, en pleine couleur, en pleine réalité. Nos tableaux, c'est de la nuit qui rôde, de la nuit qui tâtonne. Je n'ai qu'à ouvrir ma fenêtre pour avoir les plus beaux poussins et les plus beaux Monets du monde. Printemps 1874. Monet lance l'idée d'organiser une exposition indépendante dans les locaux de Nadar le photographe, boulevard des Capucines. Cézanne y participe. La critique est sévère pour Cézanne. Parlez-moi de la moderne Olympia. Hélas, une femme pliée en deux, à qui une négresse enlève le dernier voile pour l'offrir dans toute sa laideur au regard charmé d'un fantoche brun. Vous vous souvenez de l'Olympia de M. Manet? Eh bien, c'était un chef-d'œuvre de dessin, de correction, de fini comparé à celle de Cézanne. 10 ans plus tôt, les mêmes critiques vilipendaient ce tableau. Cézanne le refusait, le solitaire. Quand à 40 ans, il regagne son pays natal pour ne plus le quitter, l'histoire de sa vie était finie, dira Elifort. Celle de son esprit s'ouvrait. L'isolement, voilà ce dont je suis digne. Au moins, ainsi personne ne me met le grappin dessus. La Provence, argentée peut-être, bleue, bleutée, jamais grise. Oui, le sol ici est toujours vibrant. Il a une âpreté qui réverbère la lumière et qui fait clignoter les paupières. Cézanne s'éloigne de ses amis impressionnistes et de leurs préoccupations picturales. Ce n'est pas l'impression, l'atmosphère vibrante d'un paysage qu'il cherche à recréer, mais ses formes et ses couleurs, ses plans et sa lumière.
Après 1880, la technique de Cézanne évolue. Il dispose parfois ses touches de peinture en hachures parallèles ou géométriques, comme les carrés d'une mosaïque. Il cherche surtout à exprimer l'idée de la construction interne des espaces qu'il a devant lui. Chaque fois que je me mets devant mon chevalet, je suis un autre homme, moi et toujours Cézanne. Les yeux me sortent de la tête, sont injectés de sang. Une espèce d'ivresse, d'extase me fait chanceler comme dans un brouillard lorsque je me lève de la toile. Est-ce que je ne suis pas un peu fou? L'idée fixe de la peinture. Des fois, je me le demande. Les compotiers et les bouteilles ne sont plus d'aplomb. Les pommes sont en équilibre sur le couvercle incliné d'un coffre. Les personnages aussi s'inscrivent dans une certaine instabilité pour mieux restituer leur espace. Le modèle de la femme à la cafetière est une servante de la maison paternelle. Louis-Auguste, le Tout-Puissant, en ouvrant le courrier de son fils, a découvert qu'il vit avec une femme et qu'il en a un enfant. Paul épouse Hortense en 1886. Il a 47 ans, son fils 14. « 1886, année sombre. Son père meurt quelques mois plus tard, le 23 octobre, et cette année-là, il se brouille avec son ami Zola, qui est devenu le grand écrivain reconnu. Son roman, L'œuvre, met fin à cette longue amitié. Le personnage principal, Claude Lantier, peintre raté qui finit par se suicider, s'inspire directement de Cézanne. Zola n'est pas tendre à l'égard de celui qui fut son ami. Les deux hommes ne se reverront plus jamais. « 1886, c'est aussi l'année de la rencontre avec le père Tanguy, marchand de couleurs et l'ami des peintres. Vincent van Gogh a fait son portrait. La petite boutique sombre de Montmartre est le seul endroit où l'on peut regarder ou acheter les œuvres de Cézanne. C'est là qu'Ambroise Vollard, un jeune marchand, découvre ces tableaux. Il en perçoit tout de suite la nouveauté picturale. Pour faire le portrait de Vollard, le peintre exigera 115 séances de pose. Malheureux, vous dérangez la pose. Il faut vous tenir comme une pomme. Est-ce que cela remue, une pomme? En 1895, Ambroise Vollard organise à Paris la première exposition et s'attachera à faire connaître l'œuvre du grand maître d'Aix. Ce sont des peintres qui achètent ces toiles. Pissarro, Monet, Renoir, Gauguin, Caillebotte. Cette première reconnaissance de son travail et la fortune qu'il a héritée de son père ne changent rien à la vie simple qu'il mène au Jas de Bouffan, auprès de sa mère et de sa sœur Marie. Il ne se lassera jamais des couleurs et des formes harmonieuses de sa Provence. À partir de 1890, l'aquarelle occupe une place importante dans son œuvre. Allant vers la couleur, Cézanne va vers l'espace. Allant vers la lumière, il va vers le vide, le blanc pur du papier. Son ascèse picturale gomme tout ce qui peut être accessoire ou divertissant. Rien ne doit l'écarter de l'essentiel. On peut modifier, parer, bichonner la surface. On ne peut toucher à la profondeur sans toucher à la vérité. Un besoin salubre d'être vrai vous prend. On veut savoir, savoir pour mieux sentir, sentir pour mieux savoir. Tout en étant le premier dans mon métier, je veux être simple. Ceux qui savent sont simples.
Tout le reste n'est que bafouillage, montage de bourrichon. Au fond, je ne pense à rien quand je peins. Je vois des couleurs. Je peine, je jouis à les transporter telles que je les vois sur ma toile. Elles s'arrangent au petit bonheur comme elles veulent. Des fois, ça fait un tableau. J'entrevois la terre promise. Arriverai-je au but tant recherché et si longtemps poursuivi? Ce sont les jeunes peintres et poètes qui reconnaissent et admirent l'œuvre du peintre. Ils font le voyage jusqu'à Aix. Malgré sa réputation de misanthrope, il leur parle volontiers de ses découvertes. La nature n'est pas en surface, elle est en profondeur. Les couleurs sont l'expression de cette profondeur. Elles montent des racines du monde. Elles en sont la vie des idées. Le dessin, lui, est toute abstraction. Aussi ne faut-il jamais le séparer de la couleur. À la plénitude de la couleur correspond toujours la plénitude du dessin. En 1897, sa mère meurt. Sa sœur vend la maison familiale, il laisse faire non sans douleur. On raconte qu'avant de partir, il brûle des souvenirs personnels ainsi qu'un certain nombre de ses œuvres. Voilà mon atelier. Là, personne n'entre que moi. Et puisque vous êtes un ami, nous irons ensemble. Ils jouent aux cartes, des hommes de la campagne, simples et vrais. Ils sont graves et concentrés sur leur jeu. Dans la solitude du face-à-face, 2 joueurs, la table et une bouteille. Une des œuvres les plus populaires de Cézanne. Les baigneuses, les grandes baigneuses. Leur corps emprunte à la terre et au ciel, le ciel à l'eau et aux arbres, les arbres au corps et au soleil. À travers ces baigneuses, Cézanne renoue avec celui qu'il était dans sa jeunesse, au temps des baignades avec Émile et Baptistin. Marier les courbes des femmes aux croupes des collines. On ne peint pas des âmes, on peint des corps, et quand les corps sont bien peints, foutre, l'âme de toutes parts rayonne et transparaît. La montagne Sainte-Victoire, comme une île, un iceberg, elle domine le paysage aixois. Cézanne aimait ce lieu plus que tout autre. 100 fois il est allé sur le motif. Là, je suis bien, je vois clair, il y a de l'air. Donner l'image de ce que nous voyons en oubliant tout ce qui a paru avant nous. Un autre fera ce que je n'ai pu faire. Je ne suis que le primitif d'un art nouveau. J'ai réalisé quelques progrès. Pourquoi si tard et si péniblement? L'art serait-il en effet un sacerdoce qui demande des purs qui lui appartiennent tout entiers?
Je me suis juré de mourir en peignant. Surpris par un orage, il reste trop longtemps sous la pluie à travailler encore sur le motif, prend froid et meurt le 23 octobre 1906. Peut-être une dernière pensée l'accompagne en forme de vers écrit par Alfred de Vigny et qu'il aimait particulièrement. « Seigneur, vous m'avez fait puissant et solitaire, laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre. » Seigneur, vous m'avez fait puissant et solitaire. Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre.